intervenants, puis à ceux qui commencent à se connecter tant sur le live Facebook que sur le Zoom, du coup. Donc, bienvenue pour cette conférence intitulée Comment l'écologie change-t-elle les rapports de force dans le monde? C'est une conférence qu'on tenait absolument à organiser au Festival des idées parce que, comme on l'observe, c'est une thématique qui prend malheureusement de l'importance. Je dis malheureusement parce qu'on observe un peu partout dans le monde, le changement climatique amène son lot de déstabilisation, de catalyse de certains conflits. Les chercheurs du domaine montrent bien que certes, il n'y a pas de lien de causalité directe entre le changement climatique et des nouveaux conflits, pour l'instant du moins, mais il y a des liens de corrélation. C'est-à-dire que le changement climatique vient exacerber des tensions qui existent généralement déjà, qui peuvent être des tensions ethniques ou des tensions sur la répartition des ressources. Donc voilà, on n'a pas juste le changement climatique qui pimente un peu la donne géopolitique. On a effectivement l'arrêt des ressources, d'autres données environnementales comme les pollutions ou la prédation, par exemple sur la ressource halieutique qui, au large de l'Afrique de l'Est, en fait, crée des pirates de par l'épuisement des stocks pour les populations de pêcheurs locaux. Bon, on peut multiplier les exemples, mais donc voilà, on tenait, disons, à aborder ce thème-là ici parce que ce sont des enjeux qui vont être primordiaux, y compris si notre camp politique au sens large arrive aux affaires en 2022. Parce qu'on est quand même là aussi pour réfléchir à ça. Mais si jamais c'est le cas, il va falloir très vite se poser la question de comment est-ce qu'on peut mettre l'outil diplomatique français au service du climat et du développement et du co-développement et de la paix dans le monde, puisque au final, il s'agit de ça. La France, c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, mais c'est le 3e réseau diplomatique au monde. Deuxième, il y a encore quelques années, la Chine est passée devant. Mais donc, c'est une force d'influence diplomatique qui, en plus, a son histoire. La France est regardée, quoi qu'il arrive, et qui peut, qui doit pouvoir adapter ces outils-là, ces outils diplomatiques, pour accélérer la cadence de la transition à l'échelle mondiale. Donc, bilatéralisme, multilatéralisme via l'ONU, voilà. Et puis, donc cette nouvelle donne géopolitique, ce climat sécuritaire qui se dégrade, notamment à cause du changement climatique, mais nous pousse à repenser aussi le rôle d'institutions comme l'armée, nous pose les questions de quels sont les potentiels prochains conflits et potentiels points de tension qui comprennent par exemple les questions des migrations climatiques, puisque l'ONU nous dit que dans la deuxième moitié du siècle, on aura probablement entre 250 millions et 1 milliard de réfugiés climatiques. On reviendra sur ces chiffres-là, cette définition du terme réfugié climatique. Voilà. Mais donc voilà, c'est les enjeux qu'on va aborder aujourd'hui. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir des invités de marque, notamment Lucas Chancel, qui est économiste, spécialiste des inégalités de l'environnement, co-directeur du Lab sur les inégalités mondiales à l'École d'économie de Paris, où vous travaillez notamment avec M. Piketty. Marine Calmet, donc vous êtes juriste donc spécialisée sur les questions de droit de l'environnement et des peuples autochtones, notamment très engagée dans cette bataille contre la Montagne d'Or, donc ce projet en Guyane d'exploitation aurifère. Marie-Noëlle Lienemann, donc vous êtes sénatrice de Paris au groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. François Gémen, donc chercheur à l'université d'Hyères, vous dirigez l'observatoire Hugo, vous êtes spécialiste des liens entre sécurité et changement climatique. Nous, on s'est notamment connus à l'IRIS, à l'Observatoire Défense et Climat. On travaillait sur ces thématiques-là pour le ministère des Armées. François, tu continues d'ailleurs. On va tous se tutoyer d'ailleurs, parce que c'est le Festival des idées, c'est comme ça. Et c'est tant mieux. Et puis, Pulva, donc ancienne de la Fondation pour la Nature et l'Homme, donc Nicolas Hulot désormais. Adjointe d'Anne Hidalgo aux questions d'alimentation, d'agriculture, de circuits courts. Et aussi, alors tu nous diras où ça en est, mais à la tête de African Patterns, qui est un centre une structure de dotation pour encourager, investir sur des projets écologiques et sociaux en Afrique notamment. Bon, alors,
on est au Festival des idées, donc on fait ce qu'on appelle un débat inversé, c'est-à-dire que je vais premièrement vous laisser la parole à vous qui êtes connectés sur Zoom, donc vous, les citoyens. Donc là, je vois que bon, on n'est pas très très nombreux pour l'instant sur le Zoom. Peut-être que sur le live Facebook, on est plus nombreux, mais alors je ne peux pas prendre vos questions sur le live. Et donc voilà, donc Clarisse, Yves, Vanessa, Thierry, si vous voulez peut-être vous exprimer sur cette thématique au sens large, je vous donne la parole avec grand plaisir. Sinon, on enchaîne directement sur le débat. Donc, vous écrivez dans le chat, en fait, que vous voulez prendre la parole et puis je réactive votre micro. Je vous laisse 10 secondes. D'accord, ce n'est pas un souci, vraiment. Donc, nous, quand on a préparé ces conférences, et d'ailleurs pour toutes les conférences du Festival des idées, mais on devait proposer 4 idées fortes sur chaque thématique et vous les faire commenter à vous, intervenants. Donc, une première idée forte de ce débat sur comment l'écologie change-t-elle les rapports de force à l'échelle mondiale, c'est de construire des nouvelles coalitions efficaces sur le plan de la diplomatie climatique, donc tant à l'échelle de l'ONU que dans le bilatéralisme, c'est-à-dire typiquement les accords commerciaux. Quand la France tisse des accords commerciaux, on a généralement tout un tas de clauses. Je prends un exemple qui est exactement l'inverse de ce qu'on devrait faire, mais quand la France vend des Rafales à l'Indonésie, l'Indonésie, en contrepartie, demande à ce qu'on élargisse les quotas d'importation d'huile de palme au prix de déforestation qui sont… Voilà. C'est l'huile de palme qui arrive notamment à Centrale de la Med, qui la raffine, qui en fait du biocarburant. Et ce n'est pas sans poser tout un tas de problèmes environnementaux et climatiques. Et donc, pourquoi pas faire exactement l'inverse, c'est-à-dire conditionner nos exportations à des mesures de protection de l'environnement dans ces pays-là. Donc, c'est une piste parmi tant d'autres. On a potentiellement beaucoup d'outils à développer. Moi, c'est là-dessus que j'aimerais vous entendre, et notamment sur le plan juridique, peut-être. Comment est-ce que le droit de l'environnement et la géopolitique et la diplomatie française pourraient s'épauler. Marine Calmet, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec vous sur ces questions et je voudrais d'abord peut-être réagir sur le titre de la conférence puisqu'elle a un rapport justement avec ce que tu viens de dire, Pierre. Moi, ce qu'elle m'a évoqué tout de suite, c'est que l'écologie, à mon sens, n'est pas un élément du rapport de force. C'est-à-dire qu'elle ne change pas le rapport de force. Pour moi, l'écologie est le rapport de force. C'est-à-dire que dans ce cadre géopolitique qui est le nôtre, l'écologie est devenue ce rapport de force en lui-même, pour lui-même. C'est-à-dire que en tant que science du vivant, écologie, ça devient de plus en plus, c'est un sujet clivant par nature, mais de plus en plus, c'est-à-dire qu'on a une sorte de polarisation entre d'un côté les climato-sceptiques et puis les jeunes pour le climat, les scientifiques de l'autre, d'un côté les industries extractives, pétrolières, par exemple, et de l'autre côté les associations écologistes qui se battent, et puis plus largement donc, les tenants d'un système qui est fondé sur l'exploitation à outrance du vivant, et puis ceux qui appellent à un retour à justement une mesure, une certaine forme d'harmonie avec le vivant et donc un respect des limites de notre planète, un respect des équilibres biologiques de nos écosystèmes. Donc pour moi, l'écologie est un rapport de force en tant que tel. Et cette polarisation, elle va en s'accélérant, je pense, plus on se rend compte évidemment qu'il y a un dérèglement manifeste bioclimatique, pas uniquement climatique, mais biologique aussi de nos écosystèmes, on va vers une polarisation de plus en plus forte. Mais à mon sens, l'écologie, elle a toujours été le rapport de force, dans le sens où, avant, il n'y avait pas assez de représentants des écologistes. Et aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Donc forcément, le rapport de force était faussé, dans le sens où si la nature avait pu parler pour se défendre dans ce rapport de force,
évidemment, on aurait été dans un rapport de force complètement différent. Alors qu'aujourd'hui, justement, il y a des individus humains qui représentent les intérêts des non-humains et de la planète en général. Et donc, le rapport de force est en train de s'inverser, heureusement, et on entend de plus en plus les tenants de l'écologie dans le discours et dans les médias notamment. Donc, on a l'impression que l'écologie change le rapport de force alors que l'écologie est ce rapport de force, justement. Et puis, alors, du coup, sur la question que tu m'as posée, Pierre, c'est comment est-ce qu'on construit ces coalitions, justement, à partir de ce rapport de force entre ceux qui sont du côté du vivant, si on peut dire d'une certaine façon comme ça, sans vouloir stigmatiser, et puis les autres. Ceux qui, malheureusement, sont encore les tenants de ce monde d'avant, qu'on a appelé, par exemple, pendant la crise du Covid, le monde d'avant et puis le monde d'après. Les tenants du monde d'avant, n'empêche qu'ils sont toujours là. Donc, comment est-ce qu'on construit ces coalitions pour lutter plus efficacement? Donc, choisir pour moi des bases nouvelles pour établir une coalition. C'est absolument nécessaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas établir une coalition si on n'est pas d'accord sur des références communes, sur un objectif commun, si on ne sait pas où on va avec ce qu'on propose comme modèle de société. Et donc, il s'agirait déjà d'établir ça, c'est-à-dire où est-ce qu'on veut aller tous ensemble pour établir un nouveau modèle de coalition. Et cette question, elle n'est pas uniquement limitée à la question du réchauffement climatique, elle est vraiment, à mon avis, beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'elle doit englober pas uniquement la protection du climat, mais aussi la protection de l'eau, la protection de nos sols, évidemment de la biodiversité, qui sont tous des éléments constitutifs des équilibres biologiques de notre planète et qui conditionnent l'habitabilité des écosystèmes. Donc, nous travaillons au niveau français et au niveau international avec justement un groupe de juristes sur la question de comment on fait pour reconnaître ce nouveau modèle, c'est-à-dire basé sur les limites planétaires, qui est un concept scientifique qui établit en fait 9 limites à l'intérieur desquelles on protège efficacement l'eau, le climat, la biodiversité, l'usage des sols, et ces seuils, évidemment, sont en interaction permanente. Donc, établir en fait un nouveau modèle juridique et politique qui nous permette de garantir l'habitabilité des écosystèmes. Et donc, c'est pour moi la vision commune qu'on doit avoir, c'est pour établir une nouvelle gouvernance, une nouvelle coalition, si on veut le dire comme ça, c'est d'abord se mettre d'accord sur respecter les lois du vivant. Ça doit être, à mon avis, notre base, c'est-à-dire qu'il y a un modèle dans lequel l'humain peut évoluer, c'est un plancher social qui est respecté pour tout le monde, c'est-à-dire qui garantisse le respect des droits fondamentaux de chaque individu. En dessous de ce plancher social, évidemment, on ne peut pas, politiquement, cela ne tient pas la route, et un plafond écologique. Le plafond écologique, pour moi, c'est celui des limites planétaires. Si on dépasse ces limites planétaires, on met en danger l'habitabilité de nos écosystèmes, on déséquilibre les écosystèmes mondiaux. Et donc, il faut trouver un équilibre, un juste équilibre entre ce plancher social et ce plafond écologique. Il y a des scientifiques donc, qui travaillent là-dessus au sein du Stockholm Resilience Center pour définir les seuils écologiques de nos écosystèmes. Et puis, il y a des économistes qui travaillent sur ces théories justement économiques, comme Madame Rasworth, qui élabore justement de nouvelles théories économiques pour définir des modèles dans lesquels justement on assurerait à la fois les besoins vitaux des humains et on garantirait aussi le non-dépassement des limites biologiques de nos écosystèmes. Donc pour moi, c'est un peu la base justement de ce nouveau contrat de coalition. Et juste pour finir justement sur la question des accords plutôt bilatéraux, du coup, comment est-ce qu'on se met d'accord? Moi, je pense que
il y a, il y a un nouveau système qui doit être aussi mis en place et qui est important de le rappeler au niveau international, c'est que le problème des accords en tant que tel, c'est pas tellement le fond du sujet, c'est ceux qui se mettent en dehors de la légalité en créant une justice d'exception, des tribunaux d'arbitrage qui du coup se retirent du système qui est celui que nous partageons, c'est-à-dire la justice internationale, et qui règlent leurs différends entre eux, se soustrayant à la justice. Et donc aujourd'hui, ce qu'on propose, notamment en matière d'écologie, donc il y a un mouvement qui s'appelle End Ecocide on Earth, qui demande la reconnaissance du crime d'écocide devant la Cour pénale internationale comme outil justement pour pouvoir poursuivre à la fois les dirigeants de grandes entreprises, mais aussi les dirigeants d'État, s'il faut, dans les situations où justement on porte atteinte à l'équilibre des écosystèmes, et on le voit assez régulièrement malheureusement que cet outil nous manque, notamment quand il s'agit de la question des feux de forêt au Brésil, et j'en passe parce que les situations sont malheureusement nombreuses. On pourrait aussi citer des cas malheureusement d'écocides un peu partout dans le monde, et notamment en Afrique à cause de l'industrie minière. Donc on a vraiment besoin de nouveaux outils d'une coalition internationale finalement, qui nous permettent de mettre ce rapport de force écologique au centre des questions et du débat public. Merci beaucoup. Audrey, tu as levé la main. Donc, je t'invite à réactiver ton micro. Voilà, ça y est, on m'entend. Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis évidemment d'accord à 100% avec tout ce que vient de dire Marine. Et je ne suis pas assez inquiète sur le fait qu'on sera d'accord sur beaucoup de points. Et j'en profite pour dire, parce que souvent dans ce type de débat, on se dit ouais, mais bon, ça fait pas avancer grand-chose puisqu'on se parle entre gens convaincus, à des gens convaincus, et donc finalement, on tourne en rond. Mais je crois qu'il y a d'abord l'échange sur d'idées, de concepts, les combats communs menés sur ces sujets-là, on n'en parle jamais trop, y compris entre nous, puisque finalement, chacun a des agendas énormes et c'est bien de prendre le temps parfois de discuter ensemble et de confronter nos idées, enfin de les confronter ou les compléter. Puis pour ceux qui viennent, pour les militants, pour les spectateurs ou spectatrices, etc., c'est quand même, à mon sens, important que ces moments-là aient lieu parce que ça redonne de la force, ça redonne de la motivation. Et, parce que quand on est militant du climat ou militant politique, j'ai envie de dire plus largement, même si pour moi la militance du climat c'est quelque chose, c'est un combat politique, on est souvent seul sur le terrain, et donc se retrouver dans des lieux comme ça, je pense que ça fait quand même du bien. Je referme la parenthèse sur oui, évidemment, l'écologie est un combat, et un combat permanent, puisque en tout cas, l'écologie que portent beaucoup des participants du Festival des idées, c'est une écologie qui transforme le système, qui ne se contente pas de l'adapter, donc qui transforme au profit du plus grand nombre et pour lutter contre les inégalités. Et, les blocages, les conservatismes, les lobbies sont debout sur les freins, comme on le sait, donc c'est un combat permanent. C'est un combat permanent aussi de mettre dans la transition écologique, dans toutes les mesures envisagées en matière de transformation de la justice sociale, pour que l'écologie reste le combat des plus démunis, qui sont les premières victimes. Et puis, je crois qu'il faut vraiment que ce soit un combat qui se mène en passant par la loi, en passant par la justice. Alors, la justice internationale et la justice des différents pays. En passant par la loi et en passant par les constitutions. Quand j'étais présidente de la Fondation, on a été parmi celles et ceux qui se sont battus pour que, dans le cadre de la réforme institutionnelle qui finalement a été repoussée, eh bien, le climat et la biodiversité soient inscrits à l'article 1 de la Constitution. Alors déjà, c'est un combat de le mettre à l'article 1 de la Constitution et pas dans le corps du texte. Et ensuite, de mettre le climat et la biodiversité dans l'article 1 et d'en faire des conditions non seulement impératives, mais surtout non régressives. C'est-à-dire inscrire le principe de non-régression à l'article 1
dans ce qui concernait la préservation de la biodiversité et l'atténuation, en tout cas la lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est la même chose pour les accords de libre-échange. C'est indispensable, alors on n'en est pas là, mais enfin on en est loin, mais il est indispensable que dans nos combats politiques et dans les combats menés par celles et ceux qui vont après aller voter, il y ait la notion, à mon sens, du climat, de la préservation du climat et de la biodiversité, à la fois comme condition indispensable et supérieure à tout le texte et à tout l'esprit du texte, mais surtout ce principe de non-régression, de non-réversibilité pour qu'aucune disposition suivante ne revienne en arrière. Et puis juste un mot, mais je pense qu'on va débattre de plein de choses pendant cette heure et demie. Moi, j'ai la sensation qu'on est déjà dans le monde d'après. Que le monde qu'on connaissait jusqu'au 17 mars, démarrage du confinement, il reviendra peut-être, mais il ne reviendra pas de la même façon et qu'on est déjà dans autre chose. Alors, on peut le voir de façon positive. Je disais ça à Blois la semaine dernière et on en a souri tous ensemble, les gens qui me faisaient l'amitié d'être là pour m'écouter. Mais je veux dire, on est déjà dans le monde d'après. On peut le voir de façon positive et se dire qu'on est enfin dans un monde où les gouvernants écoutent les scientifiques. C'est quand même énorme. Ça fait bientôt 50 ans que les scientifiques spécialistes des questions climat, biodive, environnement en général, s'époumonnent, écrivent des rapports, poussent des cris d'alarme, etc. et ne sont absolument pas écoutés par les gouvernants. Et là, il y a un truc nouveau qui s'est passé, c'est que les gouvernements s'appuient sur la parole scientifique pour prendre des décisions. Donc, c'est quand même très positif. Bon, on est dans un monde déjà où les entreprises considèrent d'un œil plutôt favorable, pas toutes, mais quand même beaucoup, le télétravail. C'est quand même un truc de fou. C'est le monde d'après, là, ça y est. On est dans un monde où Jean Castex, Premier ministre, proclame tous écologistes. Bon, on ne demande qu'à le croire, même si évidemment sa vision de l'écologie n'est peut-être pas tout à fait la même que la nôtre. Et où on nous annonce un plan de relance avec un gros effort. Alors évidemment, je sais bien que l'effort annoncé n'est pas suffisant, mais voilà, on peut se dire que bon, il y a des raisons d'espérer que les choses changent et changent positivement, même si on est encore loin du compte. Mais il y a aussi plein de raisons de penser que les choses ont déjà changé et vont continuer de changer dans un sens très négatif et dans un sens très régressif. Justement, je parlais de régression pour les droits humains, pour les droits sociaux, pour les plus démunis. Ça peut être tout à fait l'inverse qui se produit. Et moi, je me demande surtout qu'est-ce qui nous attend en sortie de ce monde d'après, c'est-à-dire de cette période de transition là, entre le déconfinement et le moment où on va considérer qu'on a pris le pas sur la pandémie et qu'on peut recommencer à peu près à vivre normalement. Mais à l'issue de cette période de transition, qu'est-ce qui nous attend ? Est-ce que ce sont de plus en plus de régimes suprémacistes ? Parce que maintenant, ce n'est plus des régimes autoritaires, ce n'est plus des régimes illibéraux, c'est des régimes… le régime aujourd'hui américain, c'est un régime suprémaciste. Le régime russe, c'est encore autre chose. Mais est-ce qu'on va… Le régime brésilien, c'est un régime suprémaciste. On peut se poser la question aussi pour la Turquie. Est-ce qu'on va vers plus de ça ? Parce qu'on aura continué pendant cette période de transition à cette démarche suicidaire qui consiste à essayer de simplement adapter le système à l'urgence climatique, ou est-ce qu'on se bat pour autre chose, pour une sortie avec des régimes beaucoup plus démocratiques, beaucoup plus ouverts, beaucoup plus citoyens, au sens premier du terme, en ayant, pendant cette période de transition, vraiment porté, avancé sur les sujets qui nous occupent aujourd'hui et qui sont, encore une fois, au service du plus grand nombre. C'est vraiment l'interrogation qui m'anime en ce moment. Merci Audrey. J'ai vu que François a levé la main, que Lucas aussi, et par ailleurs Marie-Noël. Donc Oui, François, c'est à toi. merci Tout Pierre. en Vraiment, prenant en compte… bonjour à tous. Je ne serai pas très long, simplement pour insister sur l'importance du thème de ce panel, sur la nécessité de réfléchir à la question diplomatique quand on pense la lutte contre le changement climatique. Je suis très frappé de la tendance actuelle du débat quand on discute de réduction des émissions de gaz à effet de serre
à considérer que chacun doit faire sa part, qu'il faut faire sa part de l'effort, que la France n'a pas encore réduit ses émissions de gaz à effet de serre. C'est comme si on se demandait uniquement comment réduire ses propres émissions de gaz à effet de serre et qu'on ne se tracassait pas du tout de comment les autres peuvent y arriver ou de comment les autres peuvent s'adapter aux impacts du changement climatique. Et le problème, c'est que quand on est la France et donc quand on porte une telle responsabilité dans le changement climatique, on ne peut pas se contenter de simplement faire sa part. On ne peut pas se contenter de réduire juste de 1% les émissions globales de gaz à effet de serre. Et donc, il y a vraiment, je crois, une nécessité de penser l'action climatique aujourd'hui au-delà de ces frontières. Et moi, je suis très frappé de ce que souvent les gens disent « Oh là là, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon échelle ?» etc. À la rigueur, c'est un discours qui est acceptable pour des citoyens du Belize ou du Botswana, dont les chancelleries ne pèsent que des cacahuètes sur la scène internationale. Mais quand on est la France, quand on a un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, quand on a un poids considérable dans les négociations commerciales ou dans d'autres négociations, il faut pouvoir relier ces différentes négociations entre elles. Et aujourd'hui, alors qu'on voit au COP, où il y a effectivement de plus en plus de leaders suprémacistes, comme le disait Audrey, qui vont à ces COP avec l'objectif avoué de les faire échouer. Et donc, on est là à se lamenter en disant « Oh là là, COP25, encore un échec. Est-ce qu'on va vers un nouvel échec à la COP26 ?» Tant qu'il y aura à ces COP des leaders qui vont là avec le mandat de faire échouer le bazar, forcément, ça sera un échec si on ne s'organise pas en face par des coalitions pour contrer ces leaders. Et on a l'impression que les pauvres diplomates environnementaux que la France envoie à ces réunions n'ont aucun levier, y compris des leviers en termes de sanctions commerciales ou diplomatiques, pour faire avancer le bazar et pour contrer cette puissance suprémaciste. Et donc, il y a une vraie nécessité, je crois, de relier ces différentes négociations entre elles. Et la France, je suis désolé de dire, quand on a un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, on a une responsabilité particulière. Merci pour la parole. Et donc, ce que je voulais dire, ça s'inscrit totalement dans la continuité de ce que disait François à l'instant. Si pour moi la question du panel, c'est comment l'écologie change les rapports de force dans le monde, moi, la réponse que j'aimerais mettre en avant de manière assez synthétique, c'est non. En fait, pour l'instant, elle n'a pas vraiment changé les rapports de force dans le monde. Même si on regarde comment la mondialisation est organisée, comment les flux financiers sont organisés, comment les flux commerciaux sont organisés, c'est peanuts en fait ce que change l'écologie à tout ça. Elle n'a pas encore changé ces grandes dimensions qui structurent la mondialisation telle qu'on la connaît depuis 40 ans. Et là-dessus, il faut bien voir qu'il n'y avait pas de déterminisme, c'est-à-dire qu'on aurait pu organiser cette mondialisation différemment. Dans les années 80, à la fin des années 80, on était à deux doigts de signer un accord contraignant sur le climat. Et notamment à l'époque, les États-Unis avaient un président, George Bush le père, qui lui-même était à deux doigts d'être convaincu de signer cet accord avec les Européens et avec les Russes à l'époque. Et sauf qu'au final, après tergiversation interne, finalement, il décide de faire autre chose, c'est-à-dire de faire la guerre à l'Irak et de ne pas signer cet accord contraignant. Et donc, les choses se sont organisées très différemment ensuite. Mais à ce moment-là, le GATT n'était pas encore créé. On aurait pu, donc le GATT, il se crée en 1994, l'Organisation mondiale du commerce, les accords du GATT, et tout ça aurait pu être intégré, et ça n'a pas été le cas. Donc on se retrouve à Kyoto en 1997 avec un accord qui est soi-disant contraignant, avec un gâteau, un partage des efforts, mais il n'y a pas vraiment les Américains dedans, et puis de toute façon, il n'y a pas de sanctions associées à tout ça. Alors que là, encore une fois, on est 3 ans après la signature des accords commerciaux du GATT. Donc, on aura encore pu penser cette intégration, ça n'a pas été fait. Puis de toute façon, cette logique, elle s'échoue en 2008 à Copenhague sur la crise économique. Et donc là, les leaders, même en Europe, sont sur le thème, on ne peut quand même pas en faire trop sur le climat parce que bon, là, il y a quand même la crise économique et donc il va falloir recréer de la croissance. Et puis alors après, on change de logique et on arrive avec les accords de Paris où on se rend bien compte que c'est difficile d'avoir des règles contraignantes au niveau international associées à quelques niveaux de sanctions que ce soit. Et donc, on est dans une logique totalement inverse qui consiste à dire, eh bien, chacun fera ce qu'il pourra au regard de ses capacités. Et donc, vous avez au final un accord qui est mieux que rien,
Et j'aimais bien cette phrase qui disait par rapport à ce qui aurait pu être cet accord est une grande réussite, par rapport à ce qu'il devrait être, cet accord est une catastrophe. Et donc, ma conclusion là-dessus, c'est que si vraiment on veut avancer aujourd'hui sur la base de ce qui a été fait à Paris, c'est qu'il faut se remettre à penser dans une logique contraignante. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, il faut utiliser nos armes, qui sont les armes commerciales pour les Européens. Et bon, certains vont dire oui, mais bon, c'est ce qu'on fait, non? Regardez, Emmanuel Macron a bien dit à Bolsonaro, là, on ne va pas signer votre accord sur le Mercosur si vous ne respectez pas les accords de Paris. Bon, en réalité, les Européens sont encore aujourd'hui en train de négocier avec le Mercosur. Les négociations continuent. Donc, le fait que la France fasse un coup de communication ici, ça ne change rien du tout à cette histoire d'accord en train d'être signé. On a signé l'accord avec le Canada, le CETA. Donc, on n'utilise pas du tout cette arme commerciale-là. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire de l'utiliser? Ça veut vraiment dire des sanctions commerciales très fortes. Mais est-ce qu'on est capable de le faire au niveau européen quand même au niveau français, on n'arrive pas à le faire? Et c'est le dernier point de cette petite intervention. Là, cet été, on a négocié, on a discuté, on a débattu des betteraves et des néonicotinoïdes dans le domaine de la production de betteraves. Et le gouvernement français nous dit, bon, en fait, il va falloir quand même prolonger cette autorisation d'utilisation de ces néonicotinoïdes parce que sinon, on va tuer toute cette filière. Bon, l'argument de tuer la filière ou de détruire des emplois, il s'entend. C'est vraiment l'argument dont on discute ici sur le social et l'écologie. Mais on pourrait dire, bon, nous, on interdit ce pesticide-là, et si ça fait peser des risques sur la filière en matière d'emploi, eh bien, on peut mettre, par exemple, des taxes ou des sanctions sur nos voisins qui, eux, continuent d'utiliser ces pesticides-là au regard de la protection du droit de l'environnement. Alors ça, évidemment, c'est compliqué dans le contexte de l'Union européenne, parce que vous allez avoir des principes de libre concurrence qui vont s'opposer à des principes de protection du vivant, sauf qu'on ne tente même pas, on n'essaye même pas d'opposer ces principes les uns contre les autres. On fait comme si, de toute façon, la libre concurrence allait toujours gagner, alors qu'en droit, ce sont des cas qui sont compliqués, qui sont complexes, et il faut aller jusqu'à la bataille juridique pour le gagner. Et c'est pareil au niveau de l'Union européenne, en son sein, comme ce sera le cas au niveau international. Et ceux qui s'intéressent à ces questions, ils savent qu'il y a certains cas assez célèbres où on a mis une limite au libre-échange pour protéger l'environnement. Il y a très peu de cas, mais il y en a eu. Donc, les principes sont là. Le problème, c'est qu'on n'utilise même pas ces outils-là. Et il faut commencer par les utiliser au niveau national, ensuite au niveau européen et au niveau mondial pour pouvoir imaginer qu'on puisse faire quoi que ce soit sur ce domaine des sanctions et de réorganisation, de réarticulation de la mondialisation pour protéger le climat et pas l'inverse. Merci beaucoup, Lucas. Donc, je vais donner la parole à Marie-Noëlle et puis ensuite à Patrick Vivray qui a demandé la parole dans la salle. Donc, Marie-Noëlle, c'est bon. Ah oui, ça marche pas avec les d'accord. Je crois que tu ne parles pas. C'est à toi, Marie-Noëlle. Écoute, je trouve que ce débat est très important et très intéressant. Moi, je voudrais d'abord rappeler qu'il y a des vieux combats dont on ne parle plus et qui ont quand même totalement leur pertinence. Pendant des années, la gauche française, avec un plus ou moins relais européen, s'est battue sur l'idée d'une organisation mondiale de l'environnement. C'est-à-dire quand même d'avoir une structure qui, comme sur le travail ou sur le commerce, a une validité pour pouvoir édicter, par exemple, la définition de ce qu'est un écocide au niveau mondial. Parce qu'évidemment, vous savez bien que le droit est un enjeu de rapport de force et de culture. Donc, on a besoin de lieux qui forment du droit international, des cadres, des coopérations quand c'est possible. Et on pourrait attendre de l'Organisation mondiale de l'environnement que justement, elle définisse l'écocide et qu'elle vienne en contrepoids à l'OMC. Parce que, qu'on le veuille ou non, la question d'organisation mondiale du commerce et des accords qui, depuis les GATT, ont encore été détériorés à chaque négociation avec l'OMC, la concurrence libre et non faussée interdit de mettre des paramètres environnementaux et des paramètres sociaux. Alors, on trouve des niches où on arrive
à limiter la casse et où certains États gagnent quand même dans les arbitrages. Bon, je rappelle d'ailleurs que c'est plus de l'arbitrage que de la juridiction. Et donc, on a là quand même, moi je crois qu'il y a un préalable, c'est qu'on crée un rapport de force et la France doit prendre l'initiative diplomatique et politique en Europe et dans le monde sur l'idée le commerce libre et non faussé doit accepter des régulations complémentaires dans le domaine du social et de l'environnement. Et on ne peut pas avoir la concurrence comme critère. Or, l'Europe aujourd'hui est en train de faire strictement l'inverse. Lucas le disait, l'Union européenne est en train d'avancer de manière très sérieuse sur l'accord Mercosur. Et la France dit non, non, non. Alors d'abord, les Européens se disent comme d'habitude, la France dit non, elle finira par dire oui. Et deuxièmement, ils s'en foutent, puisque je vous rappelle que les débats qu'on a eus sur le traité européen, moi j'ai été vice-président du Parlement européen, député pendant les luttes, ça paraissait théorique, on avait l'air de des anti-ceci et des anti-cela. La réalité, c'est qu'on a confié la totale compétence de la négociation multilatérale à la Commission européenne et que les ratifications par les États ne sont que sur des champs très limités, qui fait que, par exemple, sur le Canada, même si la France ne ratifie pas l'ensemble, alors que déjà celui-là, c'est un accord qu'on appelle mixte, c'est-à-dire qui suppose la ratification des États membres et celle de l'Union européenne. Dans ces rapports-là, même si on refusait, pour une part de ce qui est dans le traité, qui est de la compétence stricto sensu de l'Union européenne, notre refus n'arrêterait pas le mécanisme. Or, justement, sur une large part des échanges et de l'absence de régulation environnementale, de règles environnementales, ça fait partie de ce qui a été transféré à l'Union européenne. Alors moi, je ne suis pas du tout pour dire on a tout raté et maintenant il n'y a plus rien à faire. Je pense que la France, et je partage ce que dit François, la France sous-estime, ne se donne pas les moyens de créer le rapport de force politico-culturel qu'elle a le devoir d'engager. Parce que c'est une nation internationale, parce qu'elle a un projet qui se prétend républicain et qui donc porte un intérêt général, donc l'intérêt général de la planète, parce que l'internationalisme, l'humanisme et l'universalisme, c'est pas seulement des trucs théoriques, c'est on est sur la même planète, c'est un bien commun qu'on doit défendre ensemble. Moi, je crois que là, il y a des champs sur lesquels on peut agir. Alors, le premier que je vois, c'est quand même reprendre nous, parce qu'il y a des combats qui sont politico-culturels et il y a des combats qui sont après plus immédiats. Mais se battre pour qu'il y ait à l'ONU, premièrement, une organisation mondiale de l'environnement, deuxièmement, une grande conférence internationale rapide que la France pourrait commencer à initier en tant que membre du Conseil de sécurité, demander au Conseil une grande conférence sur le statut des réfugiés climatiques et l'organisation de ce système de l'accueil des réfugiés, du traitement des réfugiés climatiques, prendre une initiative aussi sur le concept d'écocide au niveau mondial et par ailleurs de commencer à donner alors moi je suis plus radicale en disant on devrait créer un conflit avec une partie de l'OMC, avec une coalition de mutation de l'OMC sur le thème on n'est pas d'accord, on arrête les conneries qu'on a ratifiées, mais en tout cas au moins porter quelques points dans ces accords sur avoir des critères qui pourraient amodier la règle de la concurrence libre et non faussée. Donc je vous rappelle que certains États sont aujourd'hui dans l'obligation de payer des entreprises parce qu'elles font des normes écologiques qui sont considérées comme contraires à l'intérêt de l'entreprise qui s'y était installée. Donc là, au bout d'un moment, il faut savoir faire de la résistance et refuser. Alors, c'est évidemment très compliqué avec ce que disait Audrey, c'est-à-dire que le rapport de force mondial d'aujourd'hui est paradoxal. C'est-à-dire, sans doute, dans l'opinion publique, on a une grande évolution de la prise de conscience de ces enjeux, même dans des endroits auxquels on pourrait penser que les problèmes de survie de l'immédiateté font que les gens ont peut-être d'autres préoccupations. C'est pas vrai. La réalité, c'est que la structuration politique, c'est aujourd'hui l'inverse qui se passe. C'est-à-dire on a des replis, on ne voit pas, même dans l'Union européenne, parce que là j'ai parlé dans l'Union européenne, qu'est-ce qui nous empêcherait de s'unir pour demander une organisation mondiale? Qu'est-ce qui nous empêcherait de décider ensemble de c'est quoi un crime d'écocide, pour que chacun ait pas sa législation pour dire qu'il n'est pas adapté aux voisins, etc.
qu'est-ce qui nous empêcherait de dire qu'à l'OMC, alors qu'on est quand même parmi les plus grandes nations, nous refusons on puisse introduire des clauses d'interdiction de produits, de taxation dans certains cas. La réalité, c'est que le rapport de force aujourd'hui en Europe n'est pas là. Et que moi, j'ai le triste privilège de l'âge sans doute ici. J'ai vécu des périodes où l'Union européenne était vraiment marchande pour la prise en compte des questions environnementales dans le monde et en Europe. Je vois bien aujourd'hui que derrière les discours, je vois plus souvent des freins que je ne vois une puissante avancée. Alors, si François a des idées plus concrètes sur comment la diplomatie française pourrait davantage s'impliquer, moi, je pense à une piste qui est peut-être la francophonie. Est-ce que le temps n'est pas venu d'utiliser la francophonie comme un grand lieu de réflexion sur des coopérations, des mobilisations diplomatiques et dégager des moyens, parce que c'est là-dessus que je vais terminer. Tout ça, c'est sympa, mais par exemple, si vous voulez qu'un certain nombre de pays, alors je ne parle pas de Bolsonaro au Brésil, mais il y a toute une série de pays, s'il n'y a pas un fonds forêt pour leur permettre de revitaliser leurs forêts et de ne pas les exploiter de façon destructrice, et si vous n'avez pas des moyens pour les aider à basculer vers des technologies propres, alors, il y avait un mécanisme qui était proposé, je termine, c'était un mécanisme, vous savez, des grandes entreprises qui pouvaient aider un pays qui avait, ça s'appelle le MES, bref, c'est un système de compensation un peu comme les et ben les grands pays ont été la Chine, les plus développés, et n'ont pas été le Niger, le Mali, etc. Donc là, il y a aussi à revoir ces mécanismes. Moi, je crois que ça fait partie des sujets que le camp progressisto-écologico-gauche, je ne sais pas comment on va s'appeler, doit travailler avec des propositions qui mobilisent l'opinion. Parce que l'idée qu'on ne fait pas sur la géopolitique du monde et aussi c'est en fait l'idée que à quoi bon faire des efforts si on n'arrive pas à développer en tant que stable. Patrick, je te donne la parole. Dans une minute, je laisse François répondre directement à Marie-Noëlle. Oui, un tout petit élément de réponse sur la question que Marie-Noëlle m'a adressée. La réponse est oui, il y a un levier qu'on peut activer immédiatement et jusqu'au 31 décembre sur la question des réfugiés climatiques. Il y a une organisation internationale qui a été créée pour s'occuper de cette question qui s'appelle la plateforme sur le déplacement lié aux catastrophes, la plateforme on disaster displacement. Il y a une présidence tournante. Cette présidence tournante est assurée par la France depuis le milieu de l'année dernière et jusqu'à la fin de cette année-ci. Absolument personne n'est au courant. C'est géré directement depuis la mission diplomatique française à Genève et donc c'est géré par des diplomates de bonne volonté mais qui sont malgré tout un peu bureaucrates et on a l'impression qu'à Paris et en France, tout le monde se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les réfugiés climatiques? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des grandes conférences ou des grandes conventions? Et en fait, la France a le pilotage de cette organisation dans laquelle elle peut mettre des moyens, dans laquelle elle peut mettre des politiques et dans laquelle elle peut vraiment insuffler quelque chose et elle ne fait absolument rien de cette présidence. C'est une sorte de présidence de roi fainéant. On attend le 31 décembre et le 31 décembre, on passera le flambeau aux Fidji. François, je m'excuse de te déranger comme ça, mais est-ce que tu peux nous m'envoyer par exemple au Sénat des éléments pour que je pose des questions d'actualité, des questions écrites? Bien sûr, je vais mettre le lien dans la barre de conversation du chat. C'est typique, hein. C'est tout à fait typique. Internationaux, mais quand même, en général, je sais même pas ça. C'est pas normal quoi, que la France voilà. Merci en tout cas. C'est ce que je dis, c'est pas normal. Pardon, j'avais coupé mon micro, mais du coup, merci à vous deux. Patrick Vivray, je t'en prie. Oui, je voudrais introduire une question qui est au croisement des enjeux écologiques, démocratiques, mais aussi d'alternatives de guerre et de paix, qui est souvent absente, y compris des débats écologiques.
c'est la question du nucléaire militaire accidentel. Le nucléaire militaire, on n'en parle pas assez, il est fondamental, mais le nucléaire militaire accidentel, on n'en parle pratiquement pas. Or, comme l'a montré récemment Jean-Pierre Dupuy, et c'est documenté dans tous les éléments d'information sur la question, aujourd'hui, le risque principal, c'est un risque nucléaire accidentel parce que les effets conjugués de l'automatisation, de la miniaturisation et des manques flagrants en matière de discernement sur la nature des menaces, y compris des menaces de nature cyberterroriste, aboutit, et le livre de Jean-Pierre Dupuy que je vous conseille est vraiment extrêmement éclairant sur cette question, à faire en sorte que ce risque-là est un risque absolument majeur. Et à ce moment-là, évidemment, il entraînerait des conséquences absolument catastrophiques pour l'humanité. Et puisqu'on parle du rôle de la France sur ce terrain-là, là, c'est un terrain absolument fondamental parce que, évidemment, ce risque accidentel menace autant les puissances non nucléaires, celles qui ont signé le traité pour l'abolition des armes nucléaires, mais aussi les puissances nucléaires qui sont directement menacés par ce risque. Et là, il y a un enjeu qui est absolument démocratique parce que l'une des raisons pour lesquelles ce risque tout à fait fondamental est absent des radars, c'est qu'il est absent de la conscience des opinions publiques, de la conscience citoyenne. Et si, par exemple, il doit y avoir un processus démocratique qui porte en France une nouvelle majorité, y compris une ou un président de la République, cette question-là, elle est, à mon avis, tout à fait fondamentale. Et l'inscrire dans la conscience et mettre en évidence les contre-propositions, et là, le rôle de la France au Conseil de sécurité pourrait être important, pour montrer déjà une alternative à ce risque accidentel qui n'élimine pas évidemment les autres débats, le débat de la dissuasion, etc. Mais ce risque-là, il est tout à fait fondamental. Il y a un autre élément qui est en continuité avec ce que disait Audrey tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où on se retrouve avec des régimes suprémacistes, pour reprendre son exemple, on est aussi confronté au fait que des points de non-retour sont en train d'être atteints. On l'a vu récemment avec le problème du Groenland, on le voit avec le problème du dégel du permafrost, etc. Et donc, ça veut dire que dans le même temps où la bataille écologique fondamentale sur le terrain climat, biodiversité, évidemment, doit continuer d'être menée, mais dans le même temps, une bataille absolument fondamentale pour construire une alternative. Merci Patrick pour ce point-là. Donc, bon, sur la question du désarmement nucléaire, je pense qu'on s'éloigne un peu du sujet, même s'il est fondamental, comme tu dis, et si les répercussions environnementales peuvent être malheureusement assez dramatiques. Ce n'est pas seulement la question du désarmement, c'est plus précisément le risque. Je ne t'ai pas entendu du coup, mais voilà, le risque d'escalade automatisée d'un potentiel conflit nucléaire, si je comprends bien. Ce que je dis, c'est qu'on s'éloigne un peu du sujet de la conférence, qui est déjà assez large comme ça, mais c'est un point de vigilance. Écoutez, on va du coup reprendre où on en a été. Donc, avec Marie-Noëlle et François, on avait commencé à aborder la question, mais du coup, qui était celle des migrations climatiques. Donc, un des facteurs de potentielle déstabilisation quand on parle de changement climatique et de géopolitique, puisque l'ONU nous dit qu'entre 250 millions et 1 milliard de personnes pourraient être des migrants climatiques d'ici 2100, donc a fortiori dans le troisième quart du siècle. Mais voilà, on a certaines zones de la planète qui vont tout simplement devenir inhabitables si on continue sur une trajectoire climatique business as usual. On pense notamment aux zones qui sont à la fois chaudes et humides, que ce soit le bassin du Congo, le bassin amazonien, l'Asie du Sud-Est, la côte sud de l'Inde. Et donc, moi, j'aimerais avoir un peu votre opinion là-dessus. Donc, François, tu as beaucoup travaillé la question, mais Marine, puisqu'on touche aussi un peu au droit, ou au droit, voilà. Mais votre opinion là-dessus, comment est-ce qu'on pourrait peut-être réformer les juridictions internationales pour mieux anticiper et prendre en compte cette réalité-là,
comment est-ce que le droit d'asile évolue ou pas, et comment est-ce que peut-être on définit ce que c'est qu'un migrant climatique avant, parce que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc, François, est-ce que tu veux Oui, oui, volontiers, oui, je vais bien commencer. Effectivement, je pense qu'une des grandes questions qui va se poser dans les prochaines années, ce sera la question de l'habitabilité de certaines régions, à savoir la capacité d'y maintenir des populations, et des populations qui puissent disposer d'un revenu ou de moyens de subsistance réguliers et suffisants. Alors, il y a aujourd'hui, effectivement, 3 textes internationaux qui traitent de cette question. Il y a d'abord les textes contenus dans l'accord de Paris et plus globalement dans les négociations internationales sur le climat. Donc, cette question est mentionnée à plusieurs reprises avec différents mécanismes qui ont été mis en place. Il y a une task force, il y a potentiellement un mécanisme de compensation via ce qu'on appelle le mécanisme de pertes et préjudices, loss and damage. C'est également un sujet qui était abordé dans le fameux pacte mondial sur les migrations, le pacte mondial de Marrakech. Ça, c'est un progrès très important puisque c'est la première fois qu'un texte international sur les migrations traite de ces questions. Le problème, c'est que largement à cause de l'opposition des gouvernements nationalistes et suprémacistes, on a signé ce texte à Marrakech en décembre 2018 et depuis, il ne s'est rien passé du tout et le texte est resté complètement lettre morte. Et puis le troisième texte international qui est important, c'est l'agenda Nansen, qui était donc approuvé par 110 gouvernements à la fin de l'année 2015, juste avant la COP de Paris. Et c'est donc ce texte qui a donné création à la plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes que j'évoquais tout à l'heure et qui est présidée par la France pour le moment. À mon avis, c'est pour le moment la voie la plus prometteuse pour agir. Le problème, je dirais, en termes de protection légale ou juridique, c'est qu'il n'y a pas énormément d'autres moyens d'avancer, notamment parce que pour le moment, il n'y a guère de volonté politique de faire un nouveau traité ou une nouvelle convention. Et du reste, je ne suis pas sûr que même s'il y avait la volonté politique, je ne suis pas sûr que ce nouveau traité ou cette nouvelle convention résoudrait vraiment le problème, étant donné que la très grande majorité des déplacés aujourd'hui le sont. Salut Pedro Henrique. Étant donné que la majorité des déplacés le sont à l'intérieur de leurs frontières d'une part, et étant donné aussi que beaucoup de pays en développement ne sont pas forcément demandeurs d'une nouvelle convention, ils sont demandeurs de fonds pour les aider à s'adapter, mais ils savent bien que la Convention de Genève, aujourd'hui qui traite des réfugiés politiques, d'une part est violée chaque jour par la quasi-totalité des gouvernements de la planète, et d'autre part, ils savent aussi que 85% des réfugiés politiques sont hébergés dans des pays en développement. Et donc, beaucoup craignent qu'un nouveau texte ou une nouvelle convention, en réalité, ne serait qu'une manière pour les pays industrialisés de se décharger du problème sur eux, de considérer que le problème est réglé et de s'en laver les mains. Par contre, je pense qu'un sujet sur lequel on doit être beaucoup plus attentif, ça va être sur la question des relocalisations de population, c'est-à-dire des gouvernements qui vont déplacer certaines de leurs populations de certaines zones vers une autre et qui vont généralement déplacer les populations les plus vulnérables. De façon très significative, la Cour des comptes américaine, il y a 15 jours, dans un rapport officiel, vient de recommander la création d'un fonds américain pour effectivement financer la relocalisation de certaines populations, notamment en Louisiane et en Alaska. Ça veut donc dire que c'est une affaire qui ne touche pas uniquement des pays en développement, mais qui touche aussi des pays industrialisés, et la question du provisionnement des fonds qui sera nécessaire pour effectivement reloger ces populations commence à se poser. Donc, la Cour des comptes américaine a très bien vu venir l'enjeu. C'est le cas dans beaucoup d'autres pays aussi. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prolonger sur le sujet? Alors, peut-être je reviens un petit peu en arrière sur le débat, enfin sur la discussion. Et évidemment, François, 100% d'accord avec toi, comme d'habitude. Mais sur la question, on parlait tout à l'heure, c'est pour ça que je regrettais que Patrick soit parti, parce que j'étais assez d'accord avec son analyse. Alors,
qui peut paraître à première vue éloigné du sujet, mais pas tant que ça. En tout cas, sur la question de l'information, et quand il parlait de conscience, de prise de conscience, de l'information des citoyennes et des citoyens, on rencontre souvent, enfin, je pense que c'est votre cas pour beaucoup d'entre vous, des militants ou des non-militants, des gens qui s'intéressent à nos questions et qui nous disent oui, mais en fait, nous, on a un super pouvoir en tant que consommateur parce qu'on peut décider de boycotter un produit. Quand on faisait la campagne contre le CETA, on nous disait on n'a qu'à ne pas acheter de produits bovins ou autres venant du Canada, produits dans des conditions sociales et environnementales peu satisfaisantes, etc. Mais la réalité, c'est que beaucoup de consommatrices et consommateurs, y compris les plus informés, les plus éclairés, ne savent pas ce qu'ils achètent. Ils ne savent pas la provenance des produits, sauf à aller… Bon, évidemment, on est tous sur cette idée-là, mais aller au plus près du producteur, etc. Mais on ne sait pas ce qu'on consomme. Est-ce que beaucoup de Français savent que les pétroles issus de sables bitumineux et le gaz de schiste qui, a priori, sont interdits en France, sont quand même présents via des importations dans leur chaudière à fioul ou dans certains moteurs. Est-ce que beaucoup de gens savent que 80% des animaux d'élevage en France reçoivent dans leur alimentation une partie de soja ou de maïs OGM? Alors, ce n'est pas toute leur alimentation, mais c'est quand même 80% des cheptels élevés en France qui sont concernés par ça. Mais le consommateur, quand il va même chez son boucher du coin ou dans un marché, il n'est pas forcément au courant. Et c'est pour ça que je pense que, alors, certes, le consommateur a des super pouvoirs, mais le citoyen et les lecteurs en a aussi. Et donc, je pense que je reviens à la question de la loi, puisqu'on parlait de combat de l'écologie contre enfin, de rapport de force, la question de la loi, la question effectivement de l'inclusion des limites planétaires dans les décisions politiques, ça me semble quelque chose qui est totalement indispensable. Et puis, toujours sur cette question d'information, je crois que c'est toi, Pierre Gilbert, qui disais tout à l'heure, la France est responsable d'1% des émissions de gaz à effet de serre. Ouais, c'est vrai, mais enfin, ça, c'est sans compter les externalités négatives. Et quand on se dit qu'il faut reconnaître le crime d'écocide, mais là aussi, ça relève, à mon sens, de l'information du citoyen, de savoir que les feux qui dévastent l'Amazonie sont en partie de sa responsabilité. Ce n'est pas pour culpabiliser les uns les autres, mais sont en partie de notre responsabilité. Et que certes, on a 1% d'émissions de gaz à effet de serre sur le papier, mais dans la réalité, si on y ajoute alors, il y en a qui parlent d'omissions négatives et émissions et omissions, eh bien, notre score est beaucoup moins flatteur. Et cette question-là, je pense que c'est un petit peu comme le nucléaire dont parlait Patrick tout à l'heure. À mon sens, c'est l'autre étape à attendre dans la prise de conscience générale de notre impact. Notre impact, il n'est pas uniquement immédiat et local, il est aussi dans ce que nous promouvons à l'extérieur comme système de prédation et d'exploitation de la ressource, en plus souvent dans des conditions sociales épouvantables, et ce que nous encourageons par nos consommations et par nos importations, en plus de ce que ça détruit sur notre territoire, comme emploi, comme conditions de vie, comme voilà, et tout ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est finalement assez absent du débat en général sur nos questions, mais qui me semble primordial. Lucas? Merci Pierre. Pour rebondir sur ce que disait Audrey à l'instant sur les consommateurs, je pense qu'on a fait une évolution il y a quelques années quand on s'est rendu compte du rôle des consommateurs, des consommations importées, des effets induits, des externalités liées à la consommation. En même temps, moi j'aimerais qu'on ait un discours qui soit au moins autant orienté vers le rôle des investisseurs dans tout ça. Et des investisseurs qui peuvent avoir des actifs aussi sans qu'ils le sachent forcément. Vous pouvez avoir, je sais pas moi, une assurance vie par exemple, dans laquelle en fait on va vous dire c'est génial, c'est écolo, mais en fait vous allez avoir 15% d'action totale à l'intérieur. Et aujourd'hui, il n'y a quasiment rien qui va permettre
alors aux petits épargnants, aux moyens épargnants, de savoir vraiment quel est le niveau de carbone ou de pollution ou d'externalité qu'il y a derrière leurs actifs. Donc là, je rejoins tout à fait ce que disait Audrey sur la question de l'information. On a besoin de créer ces appareils statistiques, informationnels pour pouvoir traiter ces questions. Et puis, si on se place plutôt au niveau des gros investisseurs, là, il y a une logique beaucoup plus offensive à avoir, que les gouvernements devraient avoir, pour interdire ces investissements ou pour les fiscaliser, mais à de très très haut niveau. Dans l'absolu, il faudrait les interdire, puisqu'on ne doit plus développer de nouveaux projets d'investissement pour extraire du pétrole ou du gaz sous la surface sous la surface de la planète. Mais si on n'est pas prêt à aller là dans les 2 ans qui viennent, ce qu'on peut commencer par faire, c'est les taxer très fortement. Le problème, c'est que, et je rejoins ce qu'on disait au début sur l'organisation de la mondialisation, c'est qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de mal à savoir les flux financiers, d'où est-ce qu'ils viennent, où est-ce qu'ils vont et qui est-ce qu'il y a derrière tel ou tel actif et tel ou tel flux. Donc on a besoin en fait d'avancer en même temps sur ces 2 domaines, avoir ce message politique beaucoup plus offensif sur les investisseurs et pas que sur les consommateurs, et aussi avoir ce message beaucoup plus offensif sur le besoin de transparence dans cette mondialisation financière qui va vraiment nous aider sur les questions écologiques. Merci beaucoup, Lucas. Marie-Noëlle, tu voulais la parole? Attends, ton micro, voilà. C'était pour dire que je suis d'accord sur l'idée que c'est sensibiliser Désolé, j'entends pas du tout, Marie-Noëlle. Là, vous m'entendez? On t'entend pas beaucoup, en fait, mais c'est une question de Marie-Noëlle, volume. On entend très très bien Pierre, mais toi, très loin. Comme si parle ton bien dans le micro micro. était sous un autre. Il faudrait que vous essayiez de régler votre micro. Tout à fait en d'accord. bas, vous avez une touche. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Non? Oui, c'est mieux déjà. C'est mieux déjà. Bon, ce que je voulais dire, c'est que c'est bien d'informer, mais d'un autre côté, il y a des moments où il faut clairement interdire parce que tout le discours sur la transparence des consommateurs sert aussi de motif à dire comme les consommateurs sont informés, c'est à eux de faire le choix. Sauf que les choix, ils dépendent aussi des moyens financiers que les uns et les autres peuvent avoir. Donc la transparence, elle est nécessaire, mais des interdits sont tout aussi essentiels. Je vous prends un exemple. J'ai vécu toute la négociation sur le chocolat. Pendant des années, la France, et d'ailleurs la Belgique, se sont arc-boutés pour interdire l'huile de palme dans le chocolat. C'était des combats qu'on menait, tout le monde rigolait en disant l'Europe ne s'occupe que du chocolat. Ben non, on s'occupait du fait que ça devait être du cacao et pas ajouter de l'huile de palme. On a perdu cette bataille quand la France a renoncé parce qu'elle a échangé l'accord sur le cacao contre je ne sais quoi d'autre au niveau agricole. Sauf que vous voyez bien que s'il y avait eu l'interdiction en Europe de l'ajout de l'huile de palme dans le chocolat, ça aurait été un acte par rapport à la déforestation très important. Je rappelle que le chocolat, c'est pas seulement celui qu'on achète nous-mêmes individuellement en petits chocolat ou en tablette, c'est le Nutella, les machins, tout ce qui est mis dans les gâteaux au chocolat, etc. Et là, font la caisse l'huile de palme. Donc, je suis d'accord sur l'idée qu'il faut donner de la transparence, mais il faut mettre des interdits. Parce que, je prends l'exemple des paradis fiscaux, ce que dit Lucas, et c'est Lucas qui vient d'intervenir sur la finance, c'est fondamental, c'est fondamental. Eh ben, il n'empêche qu'on rend plus transparent les soi-disant flux financiers dans les paradis fiscaux, on fixe d'intérêt, etc. Mais l'interdiction, par exemple, en Irlande, aux Pays-Bas, dans notre propre Union européenne, on n'arrive rien à interdire. Donc, je pense que la bataille qu'on doit mener, c'est des interdits sur un certain nombre de produits. De ce point de vue, les OGM en France sont importants, mais comme le disait là pour le coup Audrey, il y a besoin de transparence, mais si on interdit les OGM, on doit aussi interdire les OGM dans la nourriture des Français. Alors, c'est là qu'on ne peut pas avoir que de la réglementation internationale s'il n'y a pas de stratégie intérieure française. Pourquoi on dépend tant des protéines
international soja. Parce qu'on n'a jamais voulu développer en France des filières qui essaient de travailler de manière améliorée des protéines qui soient faites sur le territoire national. Alors, c'est vrai qu'il y a des tas de raisons techniques, hein, mais en tout cas, je plaide pour qu'il y ait des interdits sur un certain nombre de produits et pas simplement la transparence. Il y a la question du bois, parce que c'est bien beau, les labels éthiques bois, machin, on a beaucoup de mal à les contrôler. Alors, c'est mieux, mais il faut interdire toute une série d'usages de bois dont on sait qu'ils sont de fait produits dans des endroits qui créent une déforestation dramatique. Je pense qu'un pays comme la France et l'Union européenne doivent interdire, sauf qu'en Europe, il n'y a pas beaucoup la culture de l'interdit. On incite, on informe, et puis au mieux on taxe, mais moi je crois qu'à l'étape où nous sommes, il faut quelques signes qui montrent que les transactions mondiales ne peuvent plus se faire en organisant la destruction et l'appauvrissement d'ailleurs des pays concernés. Merci Marie-Noëlle. Peut-être pour faire le lien entre ce que Marie-Noëlle, tu viens de dire, et puis ce que Lucas et François avaient abordé, et faire le lien avec la thématique des migrations climatiques. Mais moi, je voulais qu'on parle aussi de co-développement et de qu'est-ce qu'une politique de co-développement, disons, de notre camp à nous, enfin, une politique de co-développement à la fois progressiste et écologiste, mais qui permette aux pays tiers, a fortiori dans les zones d'influence de la France, parce que c'est un fait, mais qui peuvent permettre d'accélérer tant le côté adaptation au changement climatique que des politiques d'atténuation. Et comment est-ce qu'on repense le co-développement pour intégrer davantage à la fois la société civile, qu'elle soit de type ONG, même diaspora ou population locale, et gouvernements nationaux aussi, parce qu'il ne s'agit pas de faire ça contre la souveraineté nationale des pays tiers. Mais comment est-ce que, selon vous, avec tous ces éléments-là, on peut reconstruire quelle piste pour reconstruire une politique de co-développement ambitieuse et juste? Donc, écoutez, je ne sais pas si Audrey, Lucas, Marine, François, manifestez-vous pour en parler. Je veux bien juste une réaction justement, et puis aussi pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit par Marie-Noëlle, c'était que moi aussi je suis complètement convaincue qu'il y a un moment où il faut poser des interdits, mais aussi parce qu'en matière de co-développement, et c'est le sujet que tu abordes, il y a des choses qui devraient être interdites quand on veut collaborer justement et monter des projets ensemble. Et malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les accords bilatéraux ou multilatéraux, malheureusement, ils se font souvent au détriment de certaines populations qui se voient piller pour ce qu'on appelle le libre-échange, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, si on prend l'exemple du Brésil, les accords qui devaient être mis en place justement avec le Brésil prévoyaient justement de toujours produire plus, et après, on se serait étonné évidemment que le Brésil s'embrase. Le problème aujourd'hui, c'est que si on veut mener une politique de co-développement, il faut aussi avoir le courage de dire que certaines choses ne sont plus possibles et donc poser des interdits. Typiquement, au Brésil, contrôler la déforestation passera par l'interdiction pure et simple de certaines pratiques, comme la déforestation justement par le feu, qui sont aujourd'hui pas respectées, puisqu'il y a énormément d'infractions de déforestation illégale. Donc, si on veut monter des projets de collaboration ensemble, il faut aussi savoir fixer certaines limites et savoir s'entraider. Donc, savoir s'entraider, c'est aussi pouvoir fixer un nouveau cadre juridique, et c'est-à-dire que ce qui va profiter finalement à un État va autant profiter à l'autre. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, c'est qu'on a un déséquilibre majeur entre les petits producteurs brésiliens et nos consommateurs en Europe qui profitent de tarifs extrêmement bas et qui aussi bien souvent, malheureusement, moi j'en ai fait les frais l'autre jour, par exemple, je me suis rendu compte que dans du sucre roux bio que j'ai acheté, tout simplement, Audrey en parlait, j'achète ça chez Naturalia en me disant, bon, c'est sucre roux bio. Non, en fait, il vient du Brésil.
Et en fait, donc, ce sucre roux bio qui vient du Brésil est probablement et même très certainement issu de la déforestation. Donc, il y a des choses, vous voyez, si on veut collaborer, qu'il faut tout d'abord commencer par interdire. Et c'est typiquement pour moi, ça c'est une barrière, c'est-à-dire qu'on le sait, la France est censée mettre en place un plan de lutte contre la déforestation. Malheureusement, on s'est fixé aucun objectif, aucun budget, aucun calendrier. C'est pas possible. Il y a un moment, on est obligé de se fixer un cadre même à nous-mêmes pour avancer. Et pour moi, les limites planétaires sont un bon outil justement de gouvernance, c'est-à-dire que plutôt que de voir la chose uniquement par l'angle de la biodiversité ou du climat, parce qu'on a tendance à fracturer les choses, ces mécanismes biologiques qui fonctionnent pourtant ensemble, il faut comprendre que, et on le sait, on le répète depuis des années, notre consommation à nous, les Européens, a un impact sur les limites biologiques de notre écosystème global, mondial. D'ailleurs, le rapport sur l'état de l'environnement qui a été publié fin 2019, il le dit, c'est-à-dire la France participe à dépasser 6 des 9 limites planétaires de par son activité. En 50 ans, on a déforesté l'équivalent de la France ailleurs dans le monde, pour nos besoins à nous, intérieurs. Donc, il y a des choses qu'on doit tout d'abord, si on veut commencer par collaborer avec les autres, s'interdire à nous-mêmes. Et je crois que les limites planétaires sont un outil efficace. Il y a justement des scientifiques qui travaillent sur cette base pour déterminer par État des limites planétaires établies donc sur la France et sur différents États pour pouvoir justement s'aider de ces limites planétaires pour dire si on veut en tant que nation être crédible, il faut assurer nos besoins à nous, nos besoins alimentaires et faire un échange qui soit éthique, durable avec les autres populations, avec les autres nations. Sinon, on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas monter un projet de collaboration si en fait notre modèle économique repose sur un pillage low cost et souvent au détriment des populations locales d'autres pays dans le monde. Donc pour moi, il s'agit de trouver un cadre de gouvernance qui va nous permettre, grâce à des outils scientifiques, d'élaborer justement des outils juridiques et politiques pour mettre fin à tout ça. Merci beaucoup, Marine. Audrey, tu dois nous quitter à 18h pétante. Oui, parce que j'ai un autre Zoom qui commence à 18h. Alors, je ne vais pas beaucoup vous parler d'African Pattern que tu évoquais tout à l'heure parce que justement, on parlait de lien entre réchauffement climatique et terrorisme, et les principaux pays avec lesquels on avait commencé à travailler en 2018 sont les pays de la zone sahélienne et ont basculé en un an et demi dans une situation tellement chaotique que c'est devenu très, très compliqué de lancer des projets. Et puis, c'est enchaîné à ça pour eux. Donc, il y a la situation géopolitique et puis il y a aussi le fait que dans beaucoup de ces pays-là, eh bien, cette année 2020 et l'année 2021 sont des années électorales, donc ça rend les choses encore plus compliquées. Et quant à moi, entre-temps, j'ai pris de nouvelles fonctions sur lesquelles je dois être très, très vigilante sur la question des conflits d'intérêts. Donc, ça complique beaucoup les choses pour moi. Mais le projet, il n'est pas du tout abandonné. Et, je ne serai pas toute ma vie conseillère de Paris. Donc, un jour, et puis il n'y a pas que moi en plus qui peut le mener, il y a d'autres qui peuvent le mener. Donc, je suis sûre qu'un jour, il verra bien le jour. Mais oui, évidemment, Marine, je vais totalement dans ton sens. Ça repose la question de nos externalités négatives, de ce que nous-mêmes produisons comme destruction à l'extérieur. Ça pose évidemment la question de la dissymétrie des rapports. Lucas évoquait le GATT tout à l'heure. Je me souviens, en 1994, c'était mon mémoire de fin d'études portait justement sur les travers induits par le commerce international et ses impacts sur les pays considérés, enfin à l'époque on disait pays en développement, on le dit toujours, mais sauf que moi j'ai un peu changé, je ne parle plus de pays en développement, en voie de développement. Cette dissymétrie, ce déséquilibre, il est terrifiant et il mérite évidemment qu'on en prenne conscience et qu'on s'y arrête. Mais moi, ce que je peux vous partager comme expérience justement par rapport à African Pattern, c'est que j'ai vu quand même pas mal de pays africains et pas mal de responsables associatifs, gouvernementaux, des militants, des gens de la société civile de différents pays du Sahel et enfin, de la zone ouest africaine. Et d'autres pays du continent. Et ce qui me frappe, c'est que dans les pays les plus touchés aujourd'hui, comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger,
les plus touchés aujourd'hui par les conséquences du réchauffement climatique. On ne se pose plus la question de savoir s'il faut agir ou pas, s'il faut changer de système ou pas. C'est l'homme et la femme de la rue qui vous le disent, hein, qu'il faut changer de système et qui se rendent bien compte qu'ils sont les moins émetteurs de gaz à effet de serre, mais ceux qui subissent le plus l'impact. Donc, ils réfléchissent déjà. Le Burkina Faso, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais en tout cas, il y a encore quelques mois, le ministre de l'Agriculture burkinabé, c'était quelqu'un qui voulait absolument sortir de l'agrochimie, limiter, parce que les OGM, notamment sur le coton, sont déjà très présents, limiter l'entrée de nouveaux OGM et construire le chemin pour sortir des OGM, sortir de l'agrochimie en général, favoriser l'agroécologie, l'agroforesterie, et puis tout ce que ça implique. Enfin, c'est quelqu'un qui peut vous parler des légumineuses pendant 20 minutes de façon passionnante. Le ministre burkinabé de l'énergie était un spécialiste de la transition écologique. Alors, il disait transition écologique et pas transition écologique et solidaire, mais un spécialiste de la transition écologique et de l'atténuation des effets du réchauffement climatique. Et c'est quelqu'un qui m'a expliqué, les yeux dans les yeux, que lui, son objectif, c'était tout sauf les énergies fossiles, donc c'était sortir du fossile, évidemment pas le remplacer par du nucléaire, mais plutôt par des ENR. Donc c'est quand même des discours qu'on n'a pas l'habitude d'entendre de la part de responsables gouvernementaux. En revanche, dans des pays comme la République démocratique du Congo, où la confrontation aux conséquences du réchauffement climatique est beaucoup moins vive, beaucoup moins visible, un peu comme nous ici, et bien là, le discours change totalement, aussi bien de la population que celui des gouvernants. Ce qui m'a un peu déprimée d'ailleurs, parce que je me suis dit, décidément, le phénomène de déni et de cécité des démocraties, il est partagé par tous. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas les deux pieds, même plus au bord, mais dans le précipice, on n'agit pas. Donc, on revient un peu à ce que disait François au début, c'est-à-dire que la France, sans être celle qui gouverne le monde, sans être celle qui va donner des leçons de bonne gouvernance ou des leçons tout court, a un rôle à jouer, un rôle diplomatique à jouer pour renverser la vapeur. Mais pour ça, il faut aussi qu'elle accepte de sortir du système actuel de la politique agricole commune. Et comment vous dire qu'on en est loin? Merci beaucoup Audrey, et puis on te souhaite une bonne prochaine réunion Zoom. Merci, je suis désolée, je dois vous quitter là, mais c'était passionnant et je suis sûre qu'on peut discuter encore très longtemps. Bah, oui, Merci surtout d'un sujet comme ça, pourvu qu'on J'ai appris des choses sur le sucre. Oui. Alors, Oui, alors ça, ton c'est vrai. sucre de betterave, Marine, non seulement il Totalement pas, ouais. est probablement pas produit dans des conditions très écologiques, mais même si c'était le cas, son empreinte carbone pour arriver jusqu'au Naturalia vaut le coup de s'en passer et d'acheter du sucre français bio. Parce que ça existe. Et encore un mot sur les néoniques. Ce que ça nous montre, ce retour en arrière sur les néoniques, c'est que, comme d'habitude, au lieu d'essayer de changer le système et de préparer la transition et d'accompagner la transition, on se dit « Ah non, non, on n'a pas la solution, donc on revient en arrière. Et tant qu'on n'a pas une solution équivalente, on revient en arrière sur les néoniques. » Mais en fait, il ne faut pas chercher c'est comme sur le glyphosate, il ne faut pas chercher une solution équivalente, il faut changer le système agricole. Et ça, les principaux syndicats agricoles et les ministres de l'Agriculture qui se suivent n'ont pas encore ce discours-là. Mais François, Lucas, tous, là, vous pouvez en parler bien mieux que moi. Oui. Ben, il nous reste assez peu de temps, donc je vais demander à Lucas, tu t'étais signifié, et puis à François ou Marine met un petit mot de la fin. Voilà, Lucas, je t'en prie. Merci Pierre. En fait, je ne m'étais pas particulièrement signifié, donc je vais peut-être passer la parole à qui veut. Donc, sinon, on peut s'arrêter aussi là. En fait, moi, je n'ai pas parlé du tout, donc je vous ai écouté. Et effectivement, je trouve qu'on n'est pas assez procédurier, en fait, quoi. Parce qu'on a un manque législatif énorme. Et en plus, là, comme vient de le dire Audrey, on élimine carrément, arbitrairement, même pas démocratiquement, ces lois qui ne font que protéger la vie, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Et c'est gênant, quoi. Et donc là, il faut qu'on ait un outil de jurisprudence. Et il faut qu'on utilise cette période qui nous reste
avant de sortir de ce Covid, là, comme disait Audrey tout à l'heure, il faut qu'on soit procédurier pour qu'on ait une jurisprudence qui nous permette par la suite, justement, quand ça va revenir. Parce que vu la mentalité qu'il y a, ce manque de prise de conscience, cet obscurantisme qui est entretenu quoi, aussi, quoi. Faut pas se leurrer, quoi. Parce qu'il y a des gens, effectivement, ils n'ont pas pris conscience de tout ça, mais il y en a qui font tout pour pas leur permettre, quoi. Donc, si on n'a pas ces outils de jurisprudence, ça va être encore plus difficile, quoi, je pense. Voilà. Merci Thierry. Donc, aux armes. On revient sur la question du droit et du droit de l'environnement. On va sans doute s'arrêter là, parce qu'on pourrait parler encore longtemps de ce sujet passionnant. Donc, merci beaucoup Marie-Noëlle, merci François, merci Marine, merci Thierry, et puis à tous les autres, et puis à bientôt pour de nombreux. Merci beaucoup Pierre. J'ai fait des captures d'écran de l'interruption du moment plutôt cocasse. Si certains veulent se souvenir, ils peuvent m'envoyer un email et j'enverrai. Charmant. C'est vraiment c'est déroutant, puis en plus ça casse le rythme. Enfin voilà, on est obligé on t'a fait cadeau. Moi, ça m'a complètement perturbé. En tout cas, Mieux vaut en rire. Ouais, Oh, il est mieux, François, t'oublies pas de m'envoyer les coordonnées. Non, j'oublie pas. C'est la belle Jeanne touche. La petite touche belge qui permet de partir sur un sourire. Pour ça qu'on t'aime, François. Au revoir tout le monde. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir, bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Salut, mec.